Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'ingénierie mécanique. Donc l'ingénierie mécanique, c'est bien sûr quand on parle de conception d'un objet technique, de produire un objet technique, de parler de son fonctionnement et aussi de regarder comment ça fonctionne cet objet-là, puis quelles sont les pièces qui sont en mouvement à l'intérieur de cet objet-là. C'est ce qu'on va observer aujourd'hui. Première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est les liaisons. Alors les liaisons, c'est ce qui permet à deux pièces de tenir ensemble. Donc, il y a deux possibilités en général. Vous avez soit que les deux pièces vont tenir ensemble avec rien entre les deux, sont juste, leur forme est faite de façon à ce que ça tienne bien quand on les colle ensemble, mais dans le fond, on n'a pas besoin d'une troisième pièce pour faire tenir ça. La deuxième possibilité, c'est d'avoir à utiliser un organe de liaison qu'on appelle. Un organe de liaison, c'est une pièce supplémentaire qui va servir à relier les deux autres pièces. Donc, dans la fonction de liaison, vous avez des différentes possibilités que vous pouvez utiliser pour décrire votre liaison. Alors, une liaison peut être ces 8 choses-là qui sont regroupées 2 à 2. Donc, vous devez toujours choisir entre une ou l'autre. Une liaison va être directe ou indirecte. Elle va être rigide ou élastique. Elle va être démontable ou indémontable. Et elle peut être complète ou partielle. Donc, en fait, quand vous décrivez une liaison, vous utilisez 4 mots choisis parmi la liste de ces 8-là ici. Donc, si on décrit la liaison directe par rapport à indirecte, une liaison directe, c'est lorsque je n'ai pas d'organe de liaison entre les deux. Mes deux pièces vont s'emboîter sans aucune autre liaison entre les deux, aucune autre pièce entre les deux, pas de colle non plus. Donc, vous avez ici la pince à feuille qui va avoir 2 pièces, en fait 3 avec l'autre côté, mais ça va juste s'emboîter dans le petit tube ici, puis vous n'avez pas besoin de colle pour faire tenir ça, donc c'est une liaison qui est directe. Une liaison indirecte, c'est lorsque j'ai besoin d'un organe de liaison, donc une autre pièce qui va venir maintenir les deux premières ensemble. Donc, un clou, une vis, de la colle, une soudure, qui va venir ici comme coller les deux autres morceaux ensemble. Donc, ça, c'est indirect. Rigide ou élastique, quand c'est rigide, c'est que vous avez des pièces, des matériaux, en fait, qui sont durs, qui sont rigides, qui sont pas mous, puis donc qui vont garder leur forme. Par exemple, ici, il n'y a pas d'organe de liaison, mais les deux pièces sont rigides, donc c'est une liaison qui va être rigide. Et ici, même chose, là, vous avez un rivet, en fait, ou une vis. C'est des organes qui sont faits en métal, donc c'est très rigide. Une liaison élastique, c'est quand l'organe de liaison ou le matériau utilisé va être mou ou va être élastique, donc va reprendre sa forme après. Si on regarde ici l'épingle à linge, vous avez un ressort, donc en métal, mais qui va changer de forme pour permettre l'ouverture de l'épingle et qui va reprendre sa forme par la suite. Donc, il se déforme pour permettre la liaison. Dans le cas ici du dé à coudre, on a donc quelque chose qui a l'air d'être en caoutchouc et un doigt qui est aussi mou. Donc, vous avez une liaison qui est molle, qui est élastique. Les deux matériaux sont mous. Alors, on va appeler ça une liaison élastique, même s'il n'y a aucun organe de liaison ici entre les deux. Les matériaux sont faits d'une substance qui va être molle et non rigide. Liaison démontable par rapport à indémontable. Donc, démontable, ça veut dire tout simplement que je peux le démonter, que c'est fait pour être démonté et remonté à volonté, et ça ne se brise pas. Donc, on a ici quelque chose qui va visser dans l'autre pièce ici. Donc, je peux visser, dévisser, l'enlever, le remettre, sans que ça brise quoi que ce soit. Même chose pour le petit bol ici avec le couvercle. Je peux enlever le couvercle, remettre le couvercle comme je veux. Et c'est fait pour ça, ça ne brisera pas. Indémontable, c'est que c'est pas fait pour être démonté. Si vous le démontez, vous allez le briser, vous allez endommager les pièces. Vous allez devoir utiliser un nouvel organe de liaison si vous réussissez à les séparer.
Donc, c'était pas fait pour ça, puis vous l'avez en fait brisé lorsque vous l'avez démonté. Si j'enlève cette pièce-là avec celle-là dans la clé, oui, je vais peut-être pouvoir être capable de le remonter, mais je vais devoir user de stratégies et peut-être d'organes de liaison neufs pour être capable d'y arriver, donc de la nouvelle colle et tout ça. Donc, c'était pas fait pour être démonté, on appelle ça indémontable. La liaison complète par rapport à la liaison partielle, ça a rapport avec le mouvement des pièces, l'une par rapport à l'autre. Donc, complète, ça veut dire qu'un coup que ma liaison elle est placée, elle est mise en place, ça bouge plus. Il n'y a plus de mouvement possible. Donc, on parle ici, par exemple, dans un tournevis, de la poignée de plastique par rapport à la tige de métal. Ça bouge pas. Puis, il faut pas que ça bouge parce que ça va nuire à sa fonction qui est de permettre de visser d'autres pièces. Donc, faut pas que ça bouge. C'est une liaison qui est complète. Même chose pour la poignée orange ici en plastique avec la lame. Évidemment, on parle pas du rivet parce qu'ici, on aurait une liaison qui est partielle parce que ça permet le mouvement. Mais entre la poignée orange et la lame, c'est collé. Donc, il n'y a pas de mouvement entre ces deux pièces-là. Et c'est important qu'il y en ait pas. La liaison partielle, ben, c'est une liaison qui permet le mouvement. Donc, on voit bien ici le mouvement qui est possible entre ces deux pièces-là grâce au rivet. Et même chose dans cet objet-là. Donc, si la liaison ou l'organe de liaison permet un mouvement et que c'est voulu, c'est volontaire, on va appeler ça une liaison partielle. On arrive maintenant à parler des degrés de liberté. C'est pas quelque chose qui est très simple à comprendre, mais en fait, il faut se questionner sur qu'est-ce que l'objet peut faire comme mouvement. Est-ce que cet objet-là, est-ce que les pièces vont faire des mouvements l'une par rapport à l'autre et dans quel sens est-ce qu'elles peuvent faire ces mouvements? Il y a 6 mouvements possibles pour un objet. 3 en translation et 3 en rotation. Donc, vous avez 3 translations possibles selon 3 axes et 3 rotations possibles, toujours selon 3 axes. Les axes sont indiqués ici. Vous avez l'axe des X et des Y que vous êtes habitué de voir en mathématiques. On en ajoute un troisième, en fait, qui va être la profondeur. Donc, et pourquoi que là, il est en haut ici, c'est que ces 3 axes-là peuvent se déplacer dans l'espace et changer de positionnement. Donc, je pourrais très bien mettre le Y en haut et le X à droite, comme en mathématiques. À ce moment-là, le Z se retrouverait ici pour la profondeur. Donc, les 3 dimensions de l'espace sont représentées ici. En vert, vous avez les translations possibles et en rouge, vous avez les rotations possibles. Donc, pour la translation, le mouvement TX, ce serait un mouvement de gauche à droite. Vous voyez ici, les axes ont tous changé de place. On a Y, X et Z. Je peux avoir une translation selon l'axe des Y, donc ça remonte comme ça, ça redescend. Et je peux avoir une translation vers moi ou en s'éloignant de moi. Ça, ce serait les Z. J'ai ici. Après ça, vous pouvez avoir des rotations selon chacun des axes. Donc, ici, on a l'axe des X. Si je tourne autour de cette branche-là, ce serait une rotation en X. Si je tourne autour de cette branche-là ici, ce serait une rotation en Y. Et si je tourne autour de cette branche-là ici, ce serait une rotation en Z. Donc, vous avez 3 degrés de liberté pour les translations et 3 autres degrés de liberté pour les rotations. Ce qui fait un total de 6 degrés de liberté. Donc, il faut toujours se questionner lesquels sont possibles et lesquels ne le sont pas. Et ceux qui sont possibles, c'est ça les degrés de liberté. Ceux qui sont impossibles, ça va être des libertés qui n'existent pas. Pour bien comprendre, vous pouvez toujours aller voir ce site-là ici sur YouTube. Si vous allez voir ce site-là ici, vous allez avoir des exemples d'objets qui font différents degrés de liberté. Le guidage. Le guidage, c'est comment est-ce que les objets sont guidés pour faire les mouvements pour lesquels ils ont été conçus. Donc, pour que les mouvements s'effectuent correctement, vous avez
des pièces qui vont servir à guider les différents mouvements. Donc, comme il y a un mouvement de rotation, il existe un guidage de la rotation. Il y a un guidage pour les mouvements de translation et il y a aussi un guidage pour tous les mouvements hélicoïdaux. Si on regarde le guidage de la rotation, c'est le mouvement donc autour d'un axe. Ça tourne toujours autour d'un point central. Ce point central-là, c'est ça qui va être le guidage. Donc, très souvent, ça peut être un rivet, ça peut être une vis, ça peut être une tige. C'est le milieu, en fait, de la rotation. Donc, ça va servir de guidage. Votre roue est toujours attachée après quelque chose au centre. Et c'est cette chose-là qui va guider son mouvement de rotation. Donc, vous avez ici le symbole du guidage de la rotation. Pour la translation, on a aussi une pièce qui va guider ce mouvement-là, qui va faire que la translation va bien s'effectuer. Donc, habituellement, c'est un genre de rail ou une rainure dans lequel le mouvement de translation va s'effectuer. Donc, dans le cas d'une fenêtre, par exemple, vous avez les rails de la fenêtre, les fenêtres coulissantes, bien sûr. Ce rail-là va donc permettre un bon mouvement rectiligne, bien droit, de votre fenêtre glisse correctement. Donc, ça, c'est un guidage de la translation et le symbole est le suivant ici. Ensuite, vous avez le guidage hélicoïdal. Le mouvement hélicoïdal, c'est un mouvement de rotation et de translation en même temps. En fait, ça fait un genre de tire-bouchon. Ça avance tout en tournant, comme ça. Donc, ça, c'est un mouvement hélicoïdal. Le symbole, c'est celui-là ici. Et vous avez donc ici une vis dans un écrou. L'écrou, ça sert de guidage à la vis. Donc, ici, vous avez du filage, en fait, des tiges filetées, qui va permettre de permettre à la tige filetée de passer au travers de cet écrou-là ici. Donc, une monture filetée, pardon, j'ai fait là. Fait que ça permet au mouvement hélicoïdal de s'effectuer correctement, donc guidage du mouvement hélicoïdal. Le dernier sujet de ce chapitre, c'est l'adhérence et le frottement. Alors, l'adhérence, c'est quand ça colle, quand des pièces vont coller l'une par rapport à l'autre. Et le frottement, c'est la force qui va s'opposer au fait que ça glisse. Donc, dans le fond, le frottement, c'est le nom de la force qui fait l'adhérence. Donc, c'est deux mots qui veulent dire sensiblement la même chose. Adhérence et frottement. Il y a des facteurs qui vont influencer l'intensité de l'adhérence. Ça veut dire que l'adhérence va être plus ou moins importante selon les facteurs suivants. Donc, premier facteur, c'est la nature des matériaux. C'est sûr qu'une roulette de plastique va beaucoup moins bien coller au sol, par exemple, qu'une roulette en caoutchouc. Donc, dépendamment de mes besoins, je vais choisir une ou l'autre, mais donc c'est la nature des matériaux qui fait la différence. La présence d'un lubrifiant, c'est vrai que ça peut avoir une influence. Donc, par exemple, si vous avez de l'eau sur le sol, c'est sûr que votre pneu va moins adhérer. On appelle ça aquaplanage. Et à ce moment-là, vous avez le rôle du lubrifiant qui va diminuer l'adhérence. Même chose dans les systèmes où on ajoute de l'huile, c'est pour permettre que ça glisse mieux, donc que les roues ou les engrenages collent moins. Le troisième facteur, c'est la température. On sait que quand il fait chaud, en fait, les choses vont plus adhérer que lorsqu'il fait froid. Quand il fait froid, on dirait que ça durcit, puis ça empêche l'adhérence. Donc, la température va avoir un rôle important à jouer. L'état des surfaces mises en contact. C'est sûr que des surfaces usées, ça va beaucoup diminuer l'adhérence. Et cinquième facteur, c'est le poids. Donc, la force perpendiculaire, c'est que si c'est pesant, c'est sûr que ça va avoir plus d'adhérence. Le frottement, donc c'est la force qui s'oppose au glissement. Et si je veux diminuer le frottement, il faut que j'utilise un lubrifiant. Donc, les types de lubrifiants possibles, liquide, de l'eau, de l'huile, semi-liquide, la vaseline, des graisses, solides, des billes, par exemple, un roulement à billes,
Et on peut aussi polir nos pièces, ça va aider aussi.